Bien, c'est un véritable défi, évidemment, de m'inscrire dans ce thème général de la journée qui est la Renaissance, puisque mort et Renaissance, c'est assez contradictoire. Je vais vous parler de la mort. Je suis médecin intensiviste, pourtant, et je travaille à sauver des vies, mais je suis confronté souvent à la mort de mes patients. Ce que je vais vous présenter quand même ce matin, c'est l'idée suivante, c'est que certains patients sont capables de traverser leur fin de vie dans ce qu'on peut considérer comme une véritable renaissance de leur autonomie. Je vous raconte l'histoire de Joseph. Joseph qui a déjà plus de 80 ans, il est atteint d'une maladie cardiaque et pulmonaire déjà avancée, et il va être précipité vers la fin par une thrombose d'une artère fémorale, celle qui irrigue nos jambes. Tous les traitements qui lui sont proposés sont malheureusement échouent, et la seule sanction qu'on peut lui proposer, c'est l'amputation de sa jambe, très haut, au-dessus du genou. Joseph va se refuser totalement à cette possibilité. Il ne veut pas vivre cette mutilation supplémentaire. Il est déjà atteint suffisamment sévèrement par son affection respiratoire et cardiaque. On va donc discuter avec lui, et puis pour finir, on va accepter son refus. Et on va le diriger vers une prise en charge de type palliatif. Au début, cette phase va se passer difficilement. Les infirmières rapportent que Joseph est vraiment très mal dans sa peau, tous les soins qu'on lui apporte lui sont pénibles, le traitement qu'on essaie de lui administrer pour calmer ses douleurs en prenant de sa jambe ne marche pas tout à fait bien, et jusqu'au jour où Joseph va souhaiter devant une infirmière de pouvoir en finir. Et l'infirmière va lui dire, un peu naïvement peut-être, vous savez, la loi sur l'euthanasie, ça existe. Alors, très étonné, Joseph va se renseigner auprès de ses médecins qui lui expliquent en effet les conditions prévues par la loi qui existe depuis 2002. Joseph va décider d'entamer la procédure. Et quand tout est en ordre, il va décider de la date à laquelle il souhaite que l'acte euthanasique soit réalisé. À partir de ce moment-là, on va observer un changement total dans le comportement de Joseph. Durant les jours qui séparent sa décision de l'acte programmé, il va véritablement faire la fête, en recevant tous ses amis qui sont encore nombreux et qui défilent toute la journée dans sa chambre. Le jour venu, il va sabrer le champagne avec sa famille, ses amis et même l'infirmière chef qui n'en revient pas. Et après avoir embrassé tout le monde et dit adieu, il va s'éteindre doucement et paisiblement en ouvrant la perfusion létale. C'est un exemple qui peut paraître caricatural ou extrême, mais toutes les équipes soignantes qui ont été témoins d'une euthanasie rapportent ce genre d'expérience. Je voudrais dégager 4 commentaires saisissant cet exemple que je vous ai rapporté. La première, c'est que la mort par euthanasie est une mort volontaire. Elle est volontaire, c'est-à-dire que c'est le patient qui doit choisir cette fin. Il doit convaincre, par sa détermination et son expression constante, le médecin que c'est bien son choix et que c'est bien sa vérité. Je veux insister sur une notion importante. Le consentement éclairé est la pierre angulaire des relations de la relation entre le médecin et le patient depuis 60 ans. Normalement, le médecin est celui qui décide, qui propose des traitements, et le malade consent. Dans une procédure qui aboutira éventuellement à une euthanasie, la position qu'occupent les protagonistes est totalement inversée. Ici, c'est le malade qui décide et c'est le médecin qui consent. Certaines voix s'élèvent évidemment pour s'opposer à l'implication d'un médecin dans une procédure d'euthanasie, parce que si le patient a besoin d'autrui pour mettre fin à ses jours, c'est que véritablement il ne le désire pas. Si vraiment tel est son choix, il devrait être capable de le faire lui-même. C'est vraiment pousser la logique de l'autonomie jusqu'à son extrémité, c'est-à-dire celle de la solitude. Et je pense qu'accompagner un malade, construire pas à pas une relation thérapeutique est aussi valable dans une procédure qui conduit éventuellement à une euthanasie. Et accompagner un malade, c'est justement se refuser à l'abandonner. La deuxième commentaire,
La mort par euthanasie est une mort consciente. L'exercice de l'autonomie, en effet, ne se limite pas à demander une euthanasie. Il faut que le malade exerce sa volonté jusqu'au terme de la procédure. C'est lui qui doit choisir, comme dans l'histoire que je vous ai racontée, le jour et l'heure de son départ. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est pensable? Mais parce que ces patients qui font ce choix sont effectivement devant un horizon qui leur est très proche et qui est la mort. Ils savent qu'ils sont engagés dans un chemin dont ils ne peuvent pas changer. Et pour eux, la mort ne leur fait plus peur. Elle est devenue même opportune. Ce qui est important pour eux, c'est la manière de partir. Et lorsqu'un patient qui demande l'euthanasie rencontre un médecin qui accepte sa demande et qui s'engage à être là le moment venu, choisi par le patient, alors ce qu'on constate de manière quasi systématique, c'est que le patient éprouve d'abord un soulagement immense, ce sont ses paroles, et puis il entre dans une phase d'apaisement et de sérénité qui lui permet d'affronter la mort les yeux ouverts. Troisièmement, le malade qui s'engage dans une euthanasie choisit une mort qui est préparée. Elle est préparée, bien sûr, puisqu'il faut la préparer avec le malade, avec les soignants, mais aussi avec la famille. C'est essentiel que la famille soit impliquée dans la procédure d'euthanasie et il faut qu'elle puisse avoir le temps, si c'est possible, pourvu que la maladie lui laisse le temps de pouvoir cheminer avec le patient, parce que les réactions sont diverses au niveau de la famille. Elles peuvent s'opposer de manière véhémente parfois, et au contraire, parfois y adhérer assez vite. Mais c'est aussi le temps qui est laissé à la famille de pouvoir dire et faire les choses essentielles avant le dernier départ, avant la séparation définitive. Savoir qu'il y a un terme indiqué et fixé est une motivation importante pour pouvoir se dire des choses essentielles comme merci, pardon, adieu. Le quatrième commentaire que je vais faire, c'est que la mort par euthanasie est une mort partagée, une expérience partagée. En effet, il faut évidemment qu'il y ait un dernier rendez-vous entre le malade et son médecin. Mais ce dernier rendez-vous peut être partagé avec la famille, les proches, les amis. Tous ceux qui veulent être là sont les bienvenus, à moins que le patient s'y oppose, puisque certains peuvent choisir une fin de vie dans l'intimité. La plupart, je pense, sont contents d'avoir les amis auprès d'eux et ceux qu'ils aiment. Et donc, c'est une expérience importante, parce que si le patient est capable d'entamer sa vie dans la sérénité, et si les familles ont eu le temps de cheminer avec lui, eh bien, on peut être le témoin de véritable sérénité partagée. C'est une expérience extraordinaire de pouvoir accompagner un de ses proches, quelqu'un qu'on aime, jusqu'à la fin, en constatant l'absence de peur et cette sérénité particulière. Et cette nature, je pense, a modifié notre vision de la bonne mort que nous avons dans notre société. Quand on interroge, si on vous interrogeait, je pense, sur notre notion de bonne mort, alors que cette idée de la mort, on ne la caresse pas facilement, eh bien, c'est de dire que c'est d'entendre les sondages qui disent qu'on préfère une mort soudaine, subite, sans prévenir, sans souffrance et sans angoisse. C'est peut-être bien pour celui que cela concerne, mais pour ceux qui restent, c'est un traumatisme extrêmement violent. Être témoin de mort volontaire peut donc peut-être modifier notre façon de voir pour constater qu'une mort qui est accompagnée, qui est préparée, peut être davantage apaisée. Je pense qu'on ne mesure pas suffisamment l'importance des réactions que la loi sur l'euthanasie a permis d'impliquer dans l'opinion et parmi les patients et parmi les soignants. Ceux qui sont témoins d'une fin de vie volontaire peuvent peut-être personnellement affronter mieux ultérieurement lorsqu'ils seront confrontés à une maladie, leur propre maladie et leur propre phase terminale. De ces expériences partagées, ils peuvent en faire peut-être ils peuvent en retirer peut-être une certaine force. Dès lors, cette fin de vie
qui a été permise par un travail législatif de grande ampleur, peut être considérée, je pense, comme une avancée extrêmement positive. On doit, je pense, remercier nos parlementaires d'avoir écouté les malades, les soignants, pour faire sortir de la clandestinité cet acte euthanasique qui était confiné et dissimulé jusque 2002. C'est un véritable travail et une révolution, je pense, à la fois anthropologique et culturelle face à la mort qui a été permise par ces nouvelles lois, et je pense que l'on peut être fier du travail parlementaire qui a été réalisé à cette occasion. Je vous remercie.